Bonjour, commande publique, e-forms, mode d'emploi. Bon, on a tous rempli des avis d'appel public à candidature ou à concurrence. Et puis, quand on va aller directement sur le BOMP ou le JOU, on va remplir les e-forms. Et puis quand on va passer par une plateforme de dématérialisation, elle-même sera en interaction avec les e-forms, ce qui fait que cette réforme des e-forms depuis presque un an a des impacts sur tout le monde directement ou par ricochet. Et sauf que c'est très compliqué ce truc-là, il y a beaucoup de difficultés à gérer. Et j'ai voulu me tourner vers des gens qui pratiquent régulièrement cet art délicat. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Première question, d'où nous vient ce nouveau régime d'avis de publicité e-forms ? Ça vient d'un règlement européen, le règlement européen 2019-1780, qui a créé de nouveaux formulaires d'avis de publicité appelés e-forms pour les contrats de la commande publique d'un montant égal ou supérieur au seuil des procédures formalisées lorsque la publication s'effectue au JOUE. Et depuis le 1er février 2024, seuls ces nouveaux formulaires e-forms peuvent être utilisés pour procéder à une publication. Et quel est l'objectif de ces nouveaux avis de publicité ? Quel était l'objectif de cette réforme ? D'après la DAJ, les objectifs et les avantages étaient multiples. Réduire la charge administrative et améliorer la fiabilité des données, faciliter la publication volontaire d'avis lorsque la valeur est inférieure au seuil européen, appliquer le principe « dites-le nous une fois » et faciliter l'automatisation des remplissages, garantir la transparence des marchés publics et enfin faciliter le pilotage des politiques d'achat des acheteurs par l'accès à un open data. Concrètement, l'idée des e-forms, c'était d'apporter davantage de fiabilité et surtout de simplifier le travail des acheteurs publics. Et cet objectif a-t-il été atteint ? Pas vraiment. Globalement, on peut constater que ces nouveaux avis ont été accueillis très fraîchement par les nouveaux acheteurs, par les acheteurs qui ont été confrontés à des problématiques autant sur le fond que sur la forme de ces avis de publicité. En pratique, quels sont les principaux écueils que vous rencontrez ? En premier lieu, sur un volet très concret et presque plus informatique que juridique, on peut distinguer plusieurs grosses difficultés. La première, c'est que le BOMP génère des aperçus pour permettre de corriger et lire l'intégralité des avis saisis. Et cette fonction ne fonctionne pas sur tous les navigateurs utilisés et génère des messages d'erreur, bloquant ainsi l'usage des acheteurs. Ouais, bon là, en pareil cas, le mieux est de changer de navigateur, n'est-ce pas ? Exactement. Et concrètement, pour le cabinet en tout cas, le navigateur qui fonctionne le mieux, c'est Mozilla. D'autres écueils à signaler ? Une multiplication des champs également à compléter ne facilite pas la lecture et la saisie des acheteurs. Ça génère également de nombreux messages d'erreurs croisés qui sont listés à la fin de ces avis et qui empêchent la validation et donc la publication de ces avis in fine. On peut également noter particulièrement que dans la forme initiale de l'avis, il y avait une saisie qui était assez peu intuitive, notamment parce que le premier onglet qui concerne l'organisation, et les organisations, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont intervenir dans le cadre de la procédure, à savoir l'acheteur comme le tribunal qui est juridiquement compétent par exemple, était l'onglet numéro 5, alors qu'il fallait le remplir en premier. Par ailleurs, sur un volet pratique, on peut aussi regretter un manque de lisibilité pour les acheteurs avec des formulaires à compléter et des avis générés qui ne sont pas dans le même sens que ce qu'on a complété. Donc, in fine, on a du mal à effectuer cette relecture et valider toutes les informations et s'assurer que toutes les informations qui doivent figurer dans cet avis sont bien présentes. Et à ce stade, comment faites-vous des copies d'écran à chaque étape ? En réalité, c'est un travail assez fastidieux où il faut reprendre ligne par ligne ces avis et essayer d'identifier si des champs sont manquants, puis revenir sur le formulaire pour essayer d'identifier à quel endroit on a manqué une des informations à faire figurer. Au début, il y a eu aussi des bugs, je crois, sur les avis rectificatifs, c'est ça ? Pour quelqu'un qui avait publié son avis initial sous l'ancien format, il était conduit à devoir faire un avis rectificatif, il n'était pas possible de générer cet avis rectificatif sous le format e-form. La seule solution qui a été énoncée à ces acheteurs, c'était finalement de republier un avis, qui est une solution qui est assez peu sécurisante sur le volet juridique. Et sur le volet plus strictement juridique, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les éléments devant obligatoirement être complétés ne sont pas uniquement ceux qui apparaissent en rouge comme obligatoires dans les formulaires. Il faut donc, pour pouvoir identifier quels sont les champs à compléter, se référer à chaque fois et pour chaque type d'avis au règlement d'exécution 2019-1780 dont on parlait tout à l'heure, dans lequel il y a deux tableaux. Un tableau 1 qui permet d'identifier le bon formulaire et un tableau 2 qui permet d'identifier quels sont les champs à compléter.
Mais il faut compléter cette lecture avec un règlement d'exécution 2022-2303 qui est venu modifier le premier règlement d'exécution. On a une exhaustivité des informations finalement, mais assez peu de clarté et ça rend vraiment difficile l'appréhension des informations à faire apparaître dans la vie in fine. Bon, si je comprends bien, on a son APC, on va prendre des copies d'écran notamment au stade des prépublications, mais il faudra avoir sur son poste de travail les tableaux 1 et 2 pour concorder tout ça pour s'en sortir, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et avec parfois du mal à faire concorder ces différentes informations. En fait, c'est principalement un manque de clarté entre ces tableaux. Parce que par exemple, le tableau 2 du deuxième règlement qu'on a mentionné, il a des cases dans lesquelles on marque un petit M. Et dans ce M, ça signifie juste que l'information qui était dans le tableau 2 du premier règlement n'a pas été modifiée. Donc nécessairement, ça multiplie les sources d'informations. Bon, on n'est pas comme avant 2008 où la moindre erreur dans un APC pouvait entraîner la censure de la passation, mais tout de même, il y a quand même des exigences du juge là-dessus. Ceci est d'autant plus embêtant qu'en principe, les avis de publicité doivent être renseignés de manière complète et précise. En effet, même s'il est extrêmement rare qu'un manquement relatif à un avis de publicité conduise à l'annulation d'une procédure de passation, le juge administratif peut sanctionner le caractère incomplet, erroné ou imprécis des informations données. Il y a quand même des points positifs à l'utilisation de ces e-forms ou est-ce que la réforme est entièrement jetée ? Non, il y a des points positifs. On peut notamment souligner le choix du formulaire, qui est plus adapté et qui est davantage guidé que dans l'ancienne version. On remplit le type d'organisme, le type d'avis, le type de contrat, les montants et les seuils des règles de publicité associées, et ça permet de générer un ou plusieurs avis à choisir, ce qui réduit considérablement le choix. Vous avez mentionné une multiplication des champs à compléter. Est-ce que certains sont totalement nouveaux ou inédits ? Oui, et globalement, même si les catégories ont été refondues, précisées, ou la forme des informations à compléter est légèrement modifiée, notamment avec des listes déroulantes par exemple, on a quand même quelques éléments qui sont novateurs. Notamment le cas de figure de la mention des motifs d'exécution. C'est une information qui ne figurait absolument pas dans les anciens avis et qui est obligatoire désormais. On a également l'apparition d'éléments sur les critères d'analyse des offres avec une précision sur le contenu de la pondération. Si c'est une pondération en valeur exacte, en milieu de fourchette. Toutes ces informations-là n'étaient pas présentes dans les anciens avis. Face à cette abondance d'informations demandées, est-ce qu'on a la possibilité de ne pas en donner certaines ? Quand le champ n'est pas obligatoire et bloquant, oui. Si le champ doit être obligatoirement complété, les acheteurs sont obligés de se positionner. Nous sommes à presque un an après la réforme. Est-ce que la situation s'est améliorée ? Il y a une première modification pour les éléments qu'on a évoqués précédemment, notamment concernant les organisations. Pour ces organisations-là, effectivement, l'onglet a été corrigé. C'est le premier maintenant à compléter depuis l'automne 2024. On a également des modifications qui ont été apportées pour les avis d'attribution parce que le fait de compléter ces éléments concernait des sous-onglets et ces sous-onglets étaient répartis de façon très différente et pas du tout intuitive. Oui, mais pour le reste, pas de modification majeure. Non, en tout cas pas sur le fond. Bon, est-ce que vous avez quelques astuces à partager pour réussir à dompter ces e-forms ? Oui, alors tout d'abord sur le site du BOMP, il y a des vidéos qui sont mises à la disposition des acheteurs et qui aident à compléter ces avis. Par contre, il n'y a pas une vidéo pour chaque avis, donc il faut récupérer les informations générales et essayer de les appliquer à chaque avis qu'on doit compléter. Ensuite, et même si c'est assez fastidieux et peu lisible pour les acheteurs, on a ces fameux règlements d'exécution qui permettent de donner une information complète sur les champs à compléter. Et il faut également se référer à la jurisprudence qui était applicable antérieurement à l'apparition des e-forms. Ouais, pour le reste, il faut surtout aller voir son avocat préféré, non ? Exactement. Oui, ok, il faut aussi voir la DAJ. En complément, il y a toujours la possibilité de s'appuyer sur l'ancienne fiche de la DAJ qui permettait de compléter les formulaires européens et qui est assez bien faite et didactique. Ça impose de trier entre les champs et faire attention, à ce que l'on appelle les erreurs croisées, je crois, c'est ça ? Il ne faut pas vouloir compléter tous les champs qui figurent, même si le niveau de détail est beaucoup plus important que les précédents. Parce que le fait de compléter l'intégralité des éléments va générer généralement des erreurs croisées. Par exemple, il y a un onglet concernant les bénéficiaires effectifs dans les avis d'attribution. Cet onglet n'est pas à compléter systématiquement. Sinon, une erreur est générée généralement. Mais comment sait-on si cette réponse oui/non est obligatoire ou si au contraire, mieux vaut ne surtout pas cocher ? C'est là que le bas blesse, puisqu'en réalité, on s'aperçoit de cette erreur quand on a coché oui ou non sur les avis, et c'est par l'expérience que les acheteurs peuvent avoir ces connaissances.
Ouais, ça conduit par prudence à avoir un usage assez extensif de la notion, de la rubrique information complémentaire. Il faut également partir du principe que si l'information à faire apparaître ne rentre pas sur un format mentionné ou ne correspond pas parfaitement à ce qu'on voulait indiquer dans son DCE, alors il faut prendre le parti d'écrire cette information dans les informations complémentaires. Notamment, par exemple, des précisions sur la durée estimée. Si on a une date de départ qui n'est que prévisionnelle, ou si on a des reconductions. Bon, mais à chaque étape, on peut enregistrer sa saisine. Il faut penser à la sauvegarder, mais chaque fois qu'on sauvegarde, ça enregistre les informations complétées. Pour ceux qui utilisent les plateformes de dématérialisation, évidemment, le problème est moins immédiat car les plateformes ont essayé d'améliorer les choses, mais par ricochet, ça pose quand même quelques difficultés. En pratique, de nombreux acheteurs ne sont pas confrontés à toutes ces difficultés puisque beaucoup d'acheteurs ne passent pas directement via le BOMP ou le JEE, mais utilisent des plateformes de dématérialisation spécifiques sur lesquelles on a travaillé davantage pour que ça soit plus facile à remplir et pour aider davantage les acheteurs, même si ça, à mon sens, ça ne corrige pas toutes les difficultés. En tout état de cause, ça peut être un bon outil pour s'en sortir. Et un mot pour conclure ? On ne peut que regretter que cette réforme, dont l'objectif était louable, soit finalement passée un peu à côté de son objectif en pratique. On peut quand même espérer qu'à l'avenir, ce type de réforme permette la consultation des acheteurs au préalable qui vont utiliser quotidiennement ces outils pour pouvoir générer les bonnes solutions. Et on peut également espérer que la DAJ fournisse une fiche actualisée et bien plus didactique comme on avait auparavant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.